donc ce site magnifique que certains d'entre vous ne connaissent pas et qu'on peut voir sur les vidéos. Donc une église qui ne paraît pas isolée puisqu'on voit qu'il y a une maison forte là à côté, mais en fait il faut imaginer que cette église était aussi entourée d'habitations. Et donc là j'ai retrouvé dans Catalunya Romanique un dessin un plan qui montre donc l'église que vous avez ici. Bon, c'est pas très net, je suis désolée, et qui montre donc cette église non isolée avec des habitats et des maisons tout autour, enfin plutôt le long de la crête. Travailler sur l'église de Séquer, de Saint-Vincent de Séquer, c'est un peu une gageure parce que les textes donc sont pas très bavards, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il y a eu déjà quelques publications, notamment dans cette grande encyclopédie qu'on a, Catalunya Romanique, donc Catalogne romane, en plusieurs volumes, et dans le volume 25 qui concerne donc aussi cette zone, cette région, qui a été publiée en 1996, il y a une notice qui est signée de Lucien Bayrou. C'est lui qui a fait la notice. Il y a aussi une toute petite notice dans Roussillon Sacré d'Albert Cazes, qui date de 1990, où il y a une mention. Albert Cazes donc consultait les archives et quand il trouvait une date, un document, il en faisait mention sans grand commentaire. Donc là, une toute petite mention. Et bon, j'ai commis aussi une petite description dans l'église romane oubliée du Roussillon en 2003, mais quelque chose de très, très modeste. Il y a des documents, je ne sais pas si l'association ASPE a pu les avoir ou si dans les archives de la commune de Trévillac on a ces documents, mais dans les années 70, Olivier Poisson a travaillé sur l'église, sur ce site, et il y a donc normalement un rapport, et il y a 2 comptes rendus qui ont été publiés, mais dans des revues très 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 confidentielles, qui sont difficilement que j'ai pas réussi à trouver en 1974, mais peut-être certains d'entre vous les ont eus, oui, non, personne ne connaît, parce que je serais bien curieuse de les lire. Et les archives commencent à être exploitées par des jeunes chercheurs de l'université de Perpignan. Pour ma part, je vous avoue, je n'ai pas eu le temps. Donc, quand on parle, ce que nous disent les archives, on fait très très peu de choses sur, et même on n'a qu'une mention, inconnue à ce jour, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas par la suite, mais sur l'église. Donc en fait, quand on parle de Séquer, on mentionne souvent ces 2 dates, de 1011-1026, mais en fait, on ne mentionne pas, dans ces 2 documents, 2011 et 2026, on ne mentionne pas l'église Saint-Vincent de Séquer, on mentionne le lieu. Donc le lieu existe, très probablement il y a un lieu de culte, mais on n'a pas d'attestation de l'édifice, et la première mention connue de l'église de Séquer est assez tardive, de 1298, donc très longtemps après la construction de l'édifice. C'est un legs de de pièces, pardon, parce que dessous, de l'église, donc de dessous à l'église, par un nommé Viadera Raolf, et il donne également 12 deniers à Sainte-Marie de Sournia. Et ces mentions, c'est l'abbé Cazes qui les publie justement en 1990 dans Roussillon Sacré, et il a repris c'est un extrait du cartulaire manuscrit de Bernard Allard, qui se trouve à la bibliothèque, à la médiathèque de Perpignan. Donc on fait peu de renseignements pour le Moyen-Âge sur cet édifice. Donc on fait les renseignements, on va essayer de les voir à travers l'étude du monument, essayer de le situer dans le temps et aussi dans un contexte plus large d'église médiévale et bien entendu d'église romane, parce qu'il va de soi qu'on n'est pas face à une construction gothique. Autre chose, j'ai oublié de dire, dans les publications concernant l'église de Séquer, les quelques publications, il est souvent fait mention d'un prieuré, mais c'est plus une tradition qui s'est transmise. Les textes, comme j'ai dit, on en a peu et ils sont peu bavards. Donc peut-être on parle d'un prieuré parce qu'on sait que
le lieu de séquerre appartenait à l'abbaye de Saint-Michel de Couchat, et ce sont justement les textes de 1011 et 1026 font mention justement de ces biens à séquerre qui appartiennent à Couchat. Donc peut-être c'est pour cela qu'on parle d'un prieuré, mais rien n'est sûr. C'est certainement plutôt une fonction paroissiale autour des habitations qui se trouvaient autour. Donc un édifice qui est un peu comme un appel, on le voit de loin, qui s'élève en plus maintenant en ruine, et avec cette photo en contre-plongée, donc il y a cette élévation assez majestueuse, en position dominante sur le territoire, et qui donc en fait présente un édifice caractéristique des églises romanes, du XIe comme du XIIe siècle, avec un vaisseau unique, donc il n'y a pas découpé, avec une abside semi-circulaire et un édifice qui est en général orienté. D'après Catalunya Romanique, mais vous avez fait des relevés plus précis de l'édifice avec la numérisation 3D. Donc on dit, j'ai lu que l'église mesurait 11,40 mètres, on fait le vaisseau de la nef sur 4,30 mètres. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Je ne sais pas, vous me direz après. Donc, des murs très épais, bien entendu, parce que, on va voir que, vous le savez déjà, l'édifice était entièrement voûté. Donc, cette nef avec un vaisseau rectangulaire, l'abside semi-circulaire, orientée, avec ici une travée qu'on peut appeler, une travée étroite, une petite travée de chœur qui en fait supporter l'arc dit presbytéral, c'est-à-dire l'arc qui marque donc l'entrée du chœur, ou l'espace du chœur, dans cet édifice. Un édifice qui n'est pas très régulier en plan pour cause, il s'adapte à un terrain qui est assez accidenté. Le plan nous montre en outre que l'accès se faisait au sud. Bon, ben là, vu la position au nord, ce serait quand même assez, vous voyez, là au nord, assez acrobatique, donc qui ouvrait vers les habitations, dans un accès au sud, et la majeure partie de nos églises aussi ont un accès au sud. Et un édifice, alors je prends mes notes parce que sinon je risque de faire des digressions, oui, avec un seul arc doubleau qui se trouve ici, un arc doubleau, c'est-à-dire, on le voit ici, donc c'est un arc qui double la voûte à un endroit pour la maintenir, pour l'aider à son maintien plutôt. Voilà. Et à l'ouest, une tribune, mais la tribune n'est pas, peut-être médiévale, mais la fin du médiéval, de l'époque médiévale, mais la tribune a été ajoutée postérieurement, et c'est d'ailleurs un très beau morceau. Un édifice qui est aveugle à l'ouest et au nord, sans ouverture. Donc à l'intérieur, on fait d'abord une description de l'édifice pour après pouvoir le comparer plus facilement avec d'autres constructions. Donc un édifice qui était entièrement voûté, donc sur l'abside il y avait un cul-de-four, c'est-à-dire un quart de coupole, et après on a une voûte en berceau, mais ici on a une voûte en berceau brisée, et non pas une voûte en berceau plein cintre, et déjà là on a un indice qui nous porte à donc avancer déjà une date autour, disons, dans le XIIe siècle. Pas vraiment précisé, mais on commence à voir apparaître les premiers berceaux brisés à l'extrême fin du XIe siècle, et dans le courant, ils se multiplient dans le courant du XIIe siècle, mais on verra quelques exemples par la suite. Pour l'instant, on est encore dans la description de l'édifice, avec donc cette tribune, cette belle construction qui est au fond, et qui était accessible par un escalier. Donc là, j'ai récupéré sur le site de l'association une vieille photo qui montre cet escalier en pierre qui a disparu. Les pierres doivent être remployées dans quelques habitations ou masses ou autres du coin. Il n'a pas dû aller très tard. En revanche, je ne sais pas, est-ce que vous avez des dates sur le moment de la disparition de l'escalier des années 70 ? Parce que j'ai trouvé des photos, j'ai trouvé des diapositives des années 90, mais il n'y a pas, non, l'escalier n'est plus aussi. Voilà. Donc, une église voûtée avec cette belle voûte, et une voûte qui repose
donc sur des murs très épais, on l'a vu sur le plan, mais qui repose aussi sur une corniche. On voit ici, donc on voit l'articulation entre l'élévation des murs, de ces murs que l'on appelle les murs gouttereaux. Pourquoi on les appelle gouttereaux? Parce qu'ils reçoivent les gouttes de la toiture. Dans les murs gouttereaux sur lesquels prend appui la voûte, marquée donc par cette corniche. Et là, on s'aperçoit qu'on a un édifice qui paraît sobre, c'est une petite église rurale, mais où il y a un raffinement par la présence de cette corniche, par la présence de modillons, ou on peut appeler ça des consoles ou des corbeaux, qui apparaissent comme des denticules, une corniche avec les arêtes adoucies, elle n'est pas vraiment torique, mais elle est assez arrondie, une corniche qui se poursuivait donc au-delà de la nef et de la travée presbytérale pour donc se poursuivre. Il y avait une continuité avec l'abside, puisque là donc on a un départ, un morceau, un pan de mur de l'abside qui malheureusement est effondré. Et si on regarde de près, alors je suis désolée pour la qualité des photos, on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a quand même des décors, certes modestes, mais que certains modillons, du moins ceux qui sont là sur cet arc, présentent des petites rainures, et on a voulu évoquer des boutons de fleurs ou des feuillages tout simples. Certes, c'est pas évident parce qu'en plus il y a des traces d'enduit, mais vous voyez qu'il y a des rainures, là j'aurais peut-être dû les reprendre. Là au contraire, c'est un petit peu en ellipse. Et là encore, donc on fait un certain raffinement très discret. Après, on est dans du granit, et donc ça ne se sculpte pas avec autant de raffinement que le marbre ou certains calcaires. Et ce raffinement aussi, on peut le constater en regardant la partie basse du pilastre, où on voit là aussi qu'on a adouci, qu'on a travaillé, qu'on a pris soin de présenter la base, avec cette moulure, et là aussi un tout petit décor. Certes, c'est sobre, c'est sommaire, mais ça montre quand même donc la volonté d'avoir un édifice assez raffiné. Dans l'édifice était éclairé, alors certainement dans l'abside il y avait une fenêtre d'axe. Bon, maintenant on ne peut plus l'imaginer, mais il y a toujours une fenêtre d'axe, et même quelquefois dans certaines absides qui sont aveugles parce qu'elles sont taillées dans la roche, on évoque quand même cette fenêtre d'axe. Et ensuite donc fenêtre essentiellement au sud, puisque les murs nord et ouest qui sont encore en élévation, sont aveugles. Là, une niche certainement pour les objets liturgiques, puisqu'on est près du chœur et près de l'emplacement de l'autel. Une question, excusez-moi, moi je posais des questions pendant les conférences. Est-ce qu'on a retrouvé l'autel ou la trace de l'emplacement de l'autel? Et pas... Non, voilà. C'était intéressant de le voir. Alors, oui, un éclairage par des fenêtres qui sont clavées, c'est-à-dire bien taillées avec ces claveaux, donc des fenêtres en arc plein cintre avec plusieurs ressauts, si vous préférez des voussures, et on aperçoit aussi que le décor n'était pas simplement par un décor sculpté, certes très modeste, très discret, mais aussi il y avait un décor, là aussi, certainement aussi modeste et discret, mais avec des enduits. On voit encore des traces d'enduits blancs pour les claveaux, et rehaussés à l'ocre rouge. On verra aussi que c'est quelque chose d'assez fréquent. Si on en vient aux maçonneries, à l'appareil, on s'aperçoit qu'on a une très très belle construction. Il faut dire qu'on a une belle pierre qui permet d'avoir de très beaux blocs. Alors bien sûr, le bâtiment, les murs ont aussi, il y a eu des interventions, on a repris certaines parties. Si on fait une analyse du bâti, on peut voir certaines reprises. Mais on voit quand même dans l'ensemble une construction avec des assises plutôt régulières, avec des pierres bien taillées. On voit encore les trous de boulins qui montrent qu'on avait un échafaudage encastré pour la construction,
avec des chaînes, voilà ce qu'on appelle des chaînes d'angle, avec des pierres de plus grande dimension en carreaux exotistes, parce que bon, là on est une articulation dans la construction, c'est une partie sensible, et donc on la renforce avec des pierres de plus grande dimension. Donc une très belle construction qui aussi révèle l'ancienne présence d'un clocher mur, qui était peut-être je ne sais pas, un arc ou deux arcs, je ne sais pas si vous avez des idées plus précises, mais donc on avait là certainement dessus un clocher. Pour accéder dans cet édifice, une porte au sud, et quand on voit ce qu'il en reste, donc une porte avec un arc en plein cintre, et surtout, on voit là, pas besoin de faire de grandes analyses du bâti pour s'apercevoir il y a de grandes différences et que là, il y avait quelque chose qui était en avant de cette porte méridionale. Et donc en parlant avec Rémi et Magali, donc ils m'ont fait une référence il y a quelques années aussi à un portail, on va voir à quoi il pouvait ressembler. Mais auparavant, ce portail, donc en consultant la pauvre documentation que l'on a sur cette église, on apprend quand même une chose, qu'il a été restauré en 1984. Donc je ne sais pas... Non, en 84, donc j'ai des diapos de 91 et le portail était encore en place, puisque on fait voilà, cette photo qui se trouve dans Catalogne romanique, elle est d'André Roura, et elle a été faite dans les années, ça c'est une publication de 1996, mais la photo date de 91. Voilà, donc en 91, le portail était encore en place. Et donc voilà ce qu'on voyait encore. Alors on voit déjà qu'il manque une partie, toutes les pierres qui étaient au-dessus, mais là encore, donc on voit un arc là, avec des claveaux bien taillés, à ressaut. On aperçoit ici ce qu'on appelle des impostes, c'est-à-dire ces éléments en saillie, et peut-être vous ne le voyez pas de loin, mais on croit apercevoir là aussi un petit décor, certes plus gravé que sculpté, mais qui n'est pas inintéressant. Ensuite, donc, on voit sur les montants au pied droit qu'ils sont chanfreinés, et sur ce chanfrein, on voit des stries aussi. Là, on aperçoit aussi encore quelques vestiges d'un décor. Donc, en fait, on avait un décor sculpté, certes modeste, mais quand même. Un certain raffinement. Et possiblement, ici, dans les angles, des colonnes, peut-être aussi, là, très simplement représentées, mais colonnes peut-être avec des chapiteaux. Là, on n'a pas de témoignages qui permettent de le dire. Et donc... voilà d'un peu plus près à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc on a vraiment enlevé tous les éléments qui étaient taillés, toutes les pierres de taille, enfin il y en a encore heureusement, sinon tout s'effondrerait. Et on voit donc cet appareil, en fait c'est du fourrage qui est là. Et en fait, qu'est-ce qu'on pouvait avoir? Alors évidemment, quelque chose de beaucoup plus modeste, mais c'est pour vous montrer un peu l'estime de ce qui pouvait être autour de cet accès, c'est-à-dire une construction qui n'était pas très profonde, mais qui faisait saillie par rapport au nu du mur, comme donc Saint-Estèphe de Gils, donc c'est Rémi, c'est quelqu'un qui vous en avait parlé, avec un encadrement, c'est probablement un encadrement en pierre de taille, pour mettre en avant cette porte. Voilà, un petit peu comme avec une petite, peut-être avec une corniche aussi au-dessus. Comme aussi à Saint-Jacques de Villefranche-de-Conflans, aussi. Alors maintenant, on ne voit plus, parce qu'on a poursuivi le mur jusqu'à l'autre portail, mais là aussi, on avait un portail en saillie, toujours avec un arc en plein cintre, et puis, vous voyez, des décrochements pour mettre éventuellement des colonnes. Et donc là, que ce soit à Saint-Estève... attendez, je reprends, pardon. Gils, il faut que attendez, je ne sais plus... Oui, ce serait, on fait l'église, là aussi, bon, on est dans une construction qui existait en 1163, voilà, je cherchais la date, pardon. Ça ne veut pas dire que le portail a été construit en 1163, mais on doit être autour de cette date-là pour cet édifice. Pour ce portail de Villefranche-de-Conflans, on est autour de
1130. Pour l'autre portail qui est un peu plus loin, qui est aussi dans le même esprit, on est autour de 1150. Et là encore, si on va à Camprodon, parce que bon, il faut quand même chercher des parallèles des deux côtés des Pyrénées, hein, ça fait quand même une architecture assez homogène et tout. Voilà, donc pour Saint-Père de Camprodon aussi, type de portail, en saillie, avec plusieurs voussures, pieds droits, et là, de modestes aussi colonnes. Donc il faut imaginer quelque chose de cet ordre à Séquer, avec donc des pierres. Des pierres de taille tout autour et un encadrement. L'église, donc, c'est une église, comme on l'a dit, romane par son plan, c'est-à-dire qu'on a une nef, je l'ai déjà dit, à vaisseau unique, et ce type de nef à vaisseau unique est très très fréquent dans les églises du XIe et XIIe siècle. Alors là, j'ai réussi à capturer quelques plans dans l'ouvrage, cette montagne qui est Architectura Romanica Catalunya de Joseph Puig Cadafal, grand historien de l'art catalan et qui a donc commis ses premières encyclopédies sur cette architecture romane, avec des plans de différentes églises, mais qui sont un peu, un peu trop réguliers. Hein. Donc il faut les imaginer un peu plus heurtés pour certains, parce que ce sont des églises souvent de montagne. Donc, mais j'ai pas eu le temps, honnêtement, de chercher et de trouver les plans de chacune de ces églises. Alors, quelles sont ces églises? L'église de Granollers, j'ai pas pu, ça commence ici, Granollers, qui présente donc un vaisseau unique, une abside semi-circulaire avec la fenêtre d'axe, une porte au sud. Là, on a deux arcs doubleaux. Ici, donc, c'est l'église de San Pau de Rio Sec. Aussi, on a à peu près toujours nef unique. Là, c'est Saint-Vincent de Rius, et ici, c'est l'église de Villalillons. Donc, j'aurais pu multiplier les exemples. Il n'y a pas que, si on va plus de l'Hérault, à Zillané aussi, bon, l'église est en partie aussi effondrée. On a pu retrouver le plan de l'édifice, où on se trouve aussi avec ce même type. Et puis plus près d'ici quand même, à Cals, aussi dans les Pyrénées-Orientales, pas loin de Bachas, l'église de Las Huns, au bas de Las Huns, qui aussi présente ce type d'église. Je ne vais pas multiplier les exemples, il y en a énormément, enfin simplement j'en ai mentionné quelques-unes, qui sont dans le même esprit, à Canet-en-Roussillon, avec l'église Saint-Martin. Près d'elle, qui est sur la commune de Saint-Cyprien, l'église de Saint-Étienne de Villaraz, Planède, Saint-Pierre, Sournia, Saint-Laurent d'Arsac, en Poussy, Saint-Gilles-de-Palme. Bon, vous savez lire Villeneuve-la-Raho, Saint-Gilles. Pardon, au lieu de Julien, j'ai mis Juliette. Au moment d'inattention, Saint-Julien et Sainte-Basélis, Is-sur-Tête-la-Roudoune, Cazenove, Angoustring, Saint-Martin-d'Elvais, Montferré, Sainte-Marie, etc., etc. Et quand on étudie ces bâtiments, on s'aperçoit qu'ils sont plus souvent du XIIe siècle que du XIe siècle. Et pourquoi? Probablement parce qu'on a reconstruit des édifices antérieurs qui étaient faits avec des pierres de moins bonne qualité, ou des édifices qui étaient devenus trop petits pour la communauté, ou alors des constructions ex nihilo, dans certains cas à partir du XIIe siècle. Voilà. Alors, pour montrer que cet édifice de Saint-Vincent de Séquer s'inscrit dans le XIIe siècle, deux choses essentiellement, c'est pas tant le plan, mais c'est surtout le couvrement, qui montre que c'est un édifice du XIIe siècle, et la taille des matériaux, également, donc la présence du portail, même si le portail peut venir s'ajouter par la suite. Donc en fait, on a une voûte en arbre brisé, et là je vous montre donc plusieurs exemples à Saint-Guilhem-de-Combret, qui se trouve sur le territoire du Tech. Il faut, si un jour vous aimez faire de la randonnée, il faut partir de la Yao et monter jusqu'à Saint-Guilhem-de-Combret. C'est une très belle promenade avec cette église d'un ermitage toute modeste,
mais avec cette voûte donc caractéristique du XIIe siècle. Pourquoi, à partir de la fin du XIe, voit-on apparaître les voûtes en berceau brisé? Tout simplement parce que avec le berceau brisé, les charges, c'est-à-dire le poids de la voûte, retombent plus directement sur les murs, et donc il y a moins d'effet de poussée latérale. Vous savez, quand on a un arc en plein cintre, enfin même ici, vous avez des étagères, vous mettez beaucoup de poids sur les étagères, qu'est-ce qui se passe? Les murs s'ouvrent. Enfin, les murs, pardon, les parois d'étagères. Et donc, là, donc les poussées latérales sont plutôt canalisées, plus rapidement canalisées sur les murs très épais. Et ça évite aussi d'avoir des contreforts à l'extérieur. Donc, on fait des économies de moyens parce que la plupart de ces édifices n'ont pas de contrefort à l'extérieur quand il y a ces voûtes en berceau brisé. Saint-André de Montbolo aussi, alors bon, après l'intérieur, ça a été un petit peu repeint, mais aménagé, mais là aussi, on est donc sur un édifice qui est mieux daté, enfin daté aussi, les fourchettes larges, dans fin XIIe siècle, plutôt fin XIIe siècle. Si on va de l'autre côté des Pyrénées à Sainte-Cécile de Moyaux, là où on a un arc doubleau, mais également à Saint-Martin-d'Enweis. Saint-Martin-d'Enweis est sur la commune d'Angoustrine, là aussi une belle promenade. Et Sainte-Marie de la Roudoune, il sur tête que vous devez connaître tous certainement très bien, si on a ce type de couvrement. Et donc dans tous les cas, on est dans des constructions XIIe siècle, voire fin XIIe siècle, et début XIIIe pour certaines. On n'a pas toujours les dates exactes, et même une date de consécration ne veut pas dire forcément que l'édifice était entièrement terminé, ou au contraire, qu'il venait d'être fini. Hein. Je veux dire, c'est assez vague. Bon, autre indice qui permet de situer Saint-Vincent de Séquerre dans le XIIe siècle, c'est le type d'appareil, c'est-à-dire ces murs avec ces moellons plutôt bien, pas des moellons, des parpaings bien taillés, justement, on n'a pas de petits moellons, beaucoup de mortiers, on a une construction de belle qualité, on l'a déjà vu, je ne vais pas y revenir, mais donc là aussi c'est un marqueur de chronologie pour affirmer que c'est du XIIe siècle. Et là, un autre exemple, certes avec des remaniements, c'est aussi l'église, la façade occidentale de l'église de la Souns à Cals. Bon, après, cette église a été réaménagée, il y avait des appartements à l'intérieur jusque dans les années 70, c'est pour ça que si la porte peut être d'origine, même si elle a été remaniée, vous imaginez bien que la fenêtre qui est au-dessus n'est pas du XIIe siècle, et il y avait un oculus, on voit encore les traces qui, lui, probablement pouvait être d'origine. Mais voyons, là, avec d'autres matériaux, et matériaux locaux, bien entendu, on a aussi le même type d'appareil avec des parpaings de moyenne dimension et sur des assises assez régulières. Pardon, j'ai oublié de le préciser, je suis désolée pour ces retours. On a parlé je vous avais montré les fenêtres avec ces enduits. Donc voilà, ici, mais aussi à l'intérieur. Voilà, si vous voyez à l'intérieur, là, sur le rond-point de l'abside, on voit encore des traces d'enduits. Alors je ne sais pas vraiment qu'à l'époque, s'ils sont tous d'origine, mais voilà, avec des joints marqués à la pointe de la truelle. Il faudrait faire des analyses, ça c'est autre chose. Et ce type de joint, donc en fait, il faut imaginer que l'intérieur, quoi qu'il en soit, était enduit, et que bien souvent, donc ces enduits étaient rehaussés par des joints qui étaient faits à la pointe de la truelle, et là on en trouve aussi à la Souns. Alors là, il y a trop de lumière, on ne les voit pas très bien, mais si on va à Cazeneuve, à Saint-Sauveur de Cazeneuve, on en trouve aussi. Enfin voilà, c'était pour vous montrer. Et quelquefois, ces joints étaient rehaussés de couleur ocre rouge. Et si un jour vous avez l'occasion d'aller à Cosne-Minervois, si vous regardez le chevet de Cosne-Minervois, bon, de loin c'est pas frappant, mais quand on s'approche de près, c'est un parti pris de l'architecte en chef des monuments historiques, Régis Martin, qui donc a retrouvé, en fait, on a fait des sondages et on a retrouvé des joints d'origine avec rehaussés à l'ocre rouge, et qui a pris le parti, donc quand ils ont restauré le chevet,
par l'extérieur de l'abside, de reprendre ces parties architecturales, décoratives, avec des joints rouges. Et quand on s'approche, c'est un peu violent, parce que notre œil n'est plus habitué à voir des monuments avec de la couleur, et ces couleurs qui sont de loin, en fait, qui s'atténuent, mais de près, c'est fort. Donc, après, la couleur était présente dans ces monuments par le mobilier, par donc les enduits peints, on va voir, mais il ne faut pas s'imaginer toujours dans tous ces édifices des programmes peints comme ceux de Fenouillard ou de Marcevol ou d'Arles-sur-Tech. Hein. Il n'y a pas toujours des grands programmes iconographiques avec beaucoup de couleurs, mais il faut imaginer quand même la plupart, presque tous ces édifices avec un enduit au moins à l'intérieur et souvent donc des joints à la pointe de la truelle ou quelquefois en relief rehaussés d'une couleur ocre. Alors, c'est là aussi pour montrer que de la couleur et aussi s'inscrit dans un contexte donc plus large. Si on va à Cazeneuve, qu'on regarde une des fenêtres de l'église Saint-Sauveur de Cazeneuve à Ily-sur-Tête, on voit également des traces d'enduit avec des traces ocre, de couleur ocre. Quelquefois, on va un peu plus loin, comme à Castres, où on a vraiment voulu évoquer les claveaux avec une alternance de couleurs, avec un gris et un rouge, enfin une couleur ocre, une couleur la plus fréquente. Là, on revient à Séquerre, on voit ça, mais si on va à Arles-sur-Tech, au chevet de l'église d'Arles-sur-Tech, on a trouvé, donc en fouille, il y a déjà quelques années, les fenêtres d'une probable crypte, peut-être qui était semi-enterrée certainement, et on a retrouvé encore cette fenêtre occidentale, on a retrouvé les enduits et les joints rouges, et à Serrabonne aussi, ça ne voit pas très très bien, Serrabonne, on a le même type de fenêtre qu'à Séquerre avec des ressauts, et également avec des vestiges de polychromie. Alors bon, je sais que c'est très rapide, c'est une présentation très rapide, mais donc c'est surtout ce que j'ai voulu vous montrer par ces quelques diapositives et en regardant avec d'un peu plus près l'église de Séquerre, comment donc cette église Saint-Vincent s'inscrit dans une architecture romane des régions méridionales. J'aurais pu multiplier les exemples, mais bon, une question de temps aussi. Donc par son plan à vaisseau unique, abside semi-circulaire, par son couvrement, avec un berceau brisé, par le traitement de ces murs, donc s'inscrit plutôt là dans l'architecture du XIIe siècle, avec donc ces pierres plutôt bien taillées et avec des assises régulières, par le traitement des ouvertures aussi, avec ces fenêtres clavées, et par la présence bien sûr de la polychromie. Donc on fait, tout en présentant des particularités propres à Séquerre, on voit qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, et c'est pour cela que, en fait, quand on regarde l'architecture romane, on a l'impression que toutes les églises sont pareilles, elles sont toutes en plan, vaisseau unique, avec une abside, elles sont toutes une voûte en berceau ou presque, quand elles ne sont pas effondrées, bon, elles se ressemblent toutes, mais toutes sont différentes, et donc voilà, et celle de Séquerre donc, est originale parmi un ensemble qui est cohérent et qui est unitaire. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions...